La première présentation, c'est celle du professeur Conrad Lecomte, qu'on accueille à l'école de psychologue praticien et encore plus moi, puisque c'est mon ancien prof et qui m'a beaucoup inspiré avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie. Voilà. Et Conrad a une longue carrière de professeur à l'Université de Montréal pendant 35 ans, psychologue, formateur, superviseur. Il a travaillé en psychologie humaniste, du counseling. Il a contribué aussi à la formation des psychologues de l'orientation, notamment en France. Et bon, il est connu internationalement pour ses travaux de recherche sur l'efficacité des thérapeutes. A beaucoup travaillé sur la formation et la supervision en psychothérapie et dans la formation initiale des psychologues. Et nous a toujours rappelé l'importance de combler ce vide parfois abyssal entre ce que nous apprenons à l'université et les situations auxquelles nous sommes confrontés dans la pratique. Conrad, c'est quelqu'un qui a eu énormément d'influence sur la psychologie québécoise, qui a beaucoup contribué aux travaux de l'Ordre des psychologues du Québec, qui a reçu en 2012 le prix Noël Mayou, qui est une des plus grandes distinctions pour les psychologues au Québec, qui a reçu de nombreuses bourses, France-Québec, prix personnalité étrangère en France, prime d'excellence du rectorat de l'Université de Montréal. Et je vous invite à aller consulter un article qu'il a rédigé, entre autres aussi avec Marc-Simon Drouin, qui est accessible en ligne directement, qui s'appelle « Qui sont les thérapeutes efficaces ?» et qui, je pense, saura vous inspirer. On l'accueille et on lui laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Anne, de cette présentation. Je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité à accepter l'invitation de Anne pour venir à ce colloque. Comme je vieillis de plus en plus, j'ai à réguler ma vie, ma santé, mon temps. Mais finalement, après qu'on a échangé quelques fois, puis je trouvais que c'était très significatif ce qu'on partageait tous les deux. Le thème m'intéressait. Et l'idée de retrouver un vieux copain, un vieil ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps, a joué un rôle déterminant, Alain Blanchet. Alors, c'était des retrouvailles merveilleuses. Alors, je veux aborder avec vous un sujet qui vous touche déjà pas mal, sans doute, et qui, en Amérique, au Québec, nous touche de très près et risque d'influencer de façon déterminante la pratique de la psychothérapie, de la psychologie. C'est le fameux dossier des données probantes. Vous en avez entendu parler presque pendant tout le colloque par diverses personnes, divers intervenants. Alors, je vais tenter de vous l'amener un peu de façon synthétique. Je vais essayer de m'approcher un peu du terrain pour faire ça le plus possible. Puis en même temps, vous donner quelques données pour vraiment préciser un peu où on en est vraiment dans les données probantes, le plus que je peux. Alors, on va tenter de faire ça ensemble un peu. Si en cours de route, vous voulez m'arrêter pour une question brève, alors ça veut dire, si vous voulez m'arrêter une question, normalement, ça veut dire, j'écoute, mais là, je ne peux plus écouter parce qu'il faut que je pose la question. Ça peut avoir du sens de le faire si vous avez envie de le faire. Alors, donc, j'ai intitulé ça un peu à l'ère des données probantes, à quoi se former pour devenir une personne psychothérapeute. J'ai un collègue qui corrige mes PowerPoint qui est très, très préoccupé par l'idée de psychothérapeute masculin ou féminin. Alors, il a tout changé ça pour personne psychothérapeute. Il faut que je m'habitue un peu. Ça me fait tout étrange. Personne psychothérapeute compétente et efficace. Et vous allez voir que le propos que je vous amène nous amène à revisiter et réviser l'efficacité en psychothérapie. Alors, juste pour démarrer ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Alors, je vais vous présenter un peu la problématique de la compétence d'efficacité des données probantes. Alors, présentement, un peu la situation où on en est, les données probantes. Ma réflexion là-dessus, que je vais essayer de faire avec vous sur ces données probantes-là, où on en est vraiment, mais comment on va les critiquer, les analyser. Parce que le problème, c'est de donner du sens à ces données. Vous avez vu présenter le professeur Raberon, je pense, c'est ça? Vous avez vu toutes les recherches qu'il y a là-dessus. C'est des milliers de recherches.
Alors, c'est comment éclairer ça, comment donner du sens pour que ça colle, d'une part, à quelque chose qui est valide et qui a du sens pour la pratique par la suite. Alors, vous allez voir que moi, je vais vous proposer une réflexion et je vais appeler ça « contextualiser les données probantes ». Et après avoir contextualisé, ça va nous emmener à une révision. Une révision est vraiment importante là, de ce que sont les données probantes. Alors, moi, je vais sauter ça, tiens, ça va aller plus vite. Alors, juste un mot pour dire ça, je ne veux pas perdre de temps là-dessus, c'est présentement la compétence, chez nous en tout cas, la compétence pour la psychothérapie, c'est une liste de cours, une liste de stages, une liste d'heures qu'on fait et qui sont approuvées quelque part et on est défini comme étant compétence, on a correspondu à ça. Donc, une liste, une définition de compétence et on est déclaré apte à faire ça. Mais dans la pratique, ce qui s'est inséré depuis à peu près 10 à 15 ans, je dirais, depuis 1993, en fait, très précisément, on va regarder ça un peu ensemble, c'est qu'on commence à dire un psychologue qui travaille avec quelqu'un qui a une dépression, ou un trouble de personnalité limite ou autre, a une obligation presque éthique à s'inspirer, à se fonder sur les données probantes. Et ça se repose sur le postulat que les données probantes sont fiables. Sont-elles fiables? On va regarder un peu ce qu'on en est là-dessus, où on en est dans ce débat-là. Juste pour l'éclairer un petit peu, je vous fais un petit historique. C'est important de comprendre l'historique des données probantes en psychologie. En 1952, c'est Ising qui nous fait ce tour de ce petit truc qu'il nous a fait, là, qui a dit que la psychothérapie, ça ne donnait absolument rien. Le passage du temps, c'était équivalent à aller en psychothérapie, car ça a produit des réactions immédiates. Mais à l'époque, on n'avait presque pas de recherche en psychothérapie. En 1952. Alors, lui, il nous a fait un cadeau. Il a provoqué des recherches en faisant ça. Et là a commencé Bergen, entre autres, Bergen et Garfield, sont mis à faire des recherches pour remettre ça en question. Et ça nous a amené à peu près jusqu'en 1977, ce courant-là. Lui, Strop a fait des recherches, qui en mentionnait, Anne mentionnait ça. Et on commence à avoir des recherches. Alors, je pourrais en parler très longuement, là, mais juste pour vous dire l'essentiel, pour que vous voyez un peu le contexte historique, ça a été important quand même. En 1977, c'est Gene Glass. Gene Glass, c'est quelqu'un que j'ai connu parce qu'il était 2 ans avant moi au doctorat. Après, il était à l'Université d'Arizona. Il a fait la première méta-analyse. Comparé 9 systèmes de psychothérapie, déclare les psychothérapies équivalentes et ça nous sort ça. Donc, on commence à avoir une pratique un petit peu informée par les méta-analyses générales. On ne s'énerve pas avec ça. On se dit, on voit qu'ils sont équivalentes. Et là, moi, je commence à travailler ces facteurs communs dans ce contexte-là. On commence à réfléchir. Il y a plusieurs d'autres que moi vont travailler là-dessus, sur les facteurs communs pour comprendre ça. Et il n'y a pas de guerre importante. Il y a des tensions qui se manifestent, surtout avec la TCC, bien sûr, parce qu'ils disent que ça ne se peut pas qu'on soit équivalent. C'est impossible que ce soit équivalent. Alors, on commence donc à avoir un petit peu de tension. Mais en 1993, là, ça prend toute une autre tournure et il faut bien comprendre ce qui est arrivé. C'est qu'il arrive en psychiatrie biologique le Prozac. Le Prozac est un succès phénoménal. Et tout à coup, se développe l'espoir qu'on n'aura plus besoin de psychothérapie, qu'on aura besoin seulement de médication. On va pouvoir s'affirmer en prenant une pilule, on va pouvoir être heureux de toutes sortes de manières avec des pilules. Alors, l'espoir est très grand. Les cabinets de psychologues se vident, surtout de psychanalystes. On est en perte économique incroyable. La division 12 de l'APA, l'APA, nous on dit, mais l'APA, vous dites ça, se réunissent et décident si on prenait le même modèle qu'eux pour démontrer qu'on est efficace, donc le modèle médical, le modèle de la FDA, Federal Drug Administration, donc de partir des essais randomisés. On n'avait jamais fait ça avant, de cette façon-là. Avant, la première analyse, ce n'était pas des essais randomisés. Et là, on commence l'idée des essais randomisés pour démontrer l'efficacité de traitements spécifiques pour des problèmes spécifiques. Et là commence ce courant-là qui sauve la psychologie d'une certaine manière. Les cabinets commencent à se remplir de nouveau. Ça fonctionne. C'est vraiment une raison économique qui a démarré ça comme ça. Et là, se fait un virage méthodologique dont on n'est pas encore sorti. Le virage de dire il faut avoir des essais cliniques randomisés et se développe cette notion de traitement
non pas, comme disait mon collègue Rabéron, validé empiriquement, mais soutenu empiriquement. Grande différence. Valider, c'est une validité, ça prend de la validité externe, interne et validité de construit, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce sont des traitements soutenus empiriquement. Alors, ils sont devenus un peu plus modestes. Au début, ils parlaient de validated, validé, puis après ça, ils sont devenus modestes. Et depuis ce temps-là, on est dans la guerre des méta-analyses. Et quand vous nous a, le professeur Rabéron présenté, vous avez vu, c'est une guerre. Si la méta-analyse est faite par un behavioriste, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est les behavioristes qui sont supérieurs. Si elle est faite par quelqu'un en psychodynamique, qu'est-ce qui arrive? C'est la psychanalyse qui est supérieure. En fait, ils sont équivalents. Et même si hier, on mentionnait des études qui montraient que la psychodynamique était supérieure dans la durée, si on tient compte des échantillons, comparables ou pas, la psychanalyse n'est pas supérieure dans le livre de données. Elle est supérieure dans les études qui ont montré, mais si on tient compte, on compare, est-ce que les échantillons sont comparables? Est-ce que le temps d'intervention est comparable? La recherche la plus rigoureuse va dire qu'ils sont équivalents. Première chose là-dessus. OK, alors le résultat, vous voyez ce que ça a donné, et on est pris avec ça. Les traitements qui ont été déclarés, spécifiques, soutenus empiriquement, en 1995, il y en a 25. En 97, il y en a 47, 98, 71, et aujourd'hui, à peu près 150. Évidemment, il y en a à peu près là-dessus, à peu près 145, 148 TCC qui sont déclarés, soutenus empiriquement, quelques-uns pour la psychodynamique et quelques-uns dans l'humanisme. Et en systémique, on en a un qui a été reconnu un peu comme un traitement validé. Il faut comprendre qu'est-ce qu'un traitement soutenu empiriquement. Juste rapidement, éducation générale, voici comment il déclare ça. Ça prend un traitement qui est déclaré efficace et spécifique. Il y a 2 essais cliniques randomisés, indépendants, dans 2 laboratoires. Un traitement supérieur à un groupe contrôle. Remarquez le groupe contrôle, très important depuis le début de ces recherches-là. Soit un placebo, soit un traitement non bona fide ou un traitement bona fide. Alors, bona fide, c'est pas juste bonne foi. C'est un traitement qui correspond au postulat, au procédé et à la cohérence de l'approche qui est définie comme humaniste ou psychodynamique, qui correspond vraiment au modèle comme tel. Et bona fide veut aussi dire traité par un psychologue qui a été formé à ça et qui a été déclaré compétent dans cette approche-là. C'est ça que ça veut dire que bona fide, très clairement. Alors, ici, ça prend ça, ou 9 études à cas unique, efficaces, c'est 2 études indépendantes, pas ici randomisées nécessairement, avec un groupe contrôle, soit liste d'attente, ou un autre traitement non bona fide, pas bona fide. Et finalement, probablement efficace, une étude avec groupe contrôle sans évidence contradictoire ou 3 études de cas uniques. Dans tous les cas, ça prend un manuel, un protocole d'application, et dans tous les cas, il faut qu'on définisse très clairement les caractéristiques de l'échantillon. Et c'est là que quand on compare, les TCC disent que ce n'est pas vrai que la psychodynamique est supérieure, c'est à cause de l'échantillon, les caractéristiques de l'échantillon qui ne correspondent pas. Alors, les journaux américains, ayant vu ces traitements-là, ont écrit, je les mets en anglais parce que c'était comme ça, c'est dans la Newsweek, ignorer l'évidence. Pourquoi les psychologues rejettent la science? Pourquoi ils n'appliquent pas le TCC tout le monde? La science dit que c'est TCC. Pourquoi on rejette la science? En 2009, is your therapist, est-ce que votre thérapeute est un petit peu dépassé? Il n'applique pas les TCC. Changez de psychothérapeute. Les clients, les patients ont droit au meilleur traitement. Les meilleurs traitements, c'est TCC, selon cette liste-là. Il se met à se développer des lignes directrices à travers le monde. L'Angleterre, la Suède, l'Irlande, partout. Le rapport Layard en Angleterre, très puissant. Mon rapport, c'est sur la forme. Ils ont développé NICE. Vous autres avez eu l'INSERM, qui a déclaré aussi le TCC supérieur. Et donc, on voit un peu que c'est pas rien comme courant. Alors, moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est quand on en est rendu, que des données probantes sont rendues appliquées comme ça, on en fait comme un dictat. On nous dit qu'il faut fonder notre pratique là-dessus. Sinon, on risque même d'être poursuivi. On risquerait d'être poursuivi
juridiquement, parce qu'on n'offre pas les meilleurs traitements selon cette science-là, je pense qu'on a un devoir de réfléchir vraiment attentivement, parce que là, ça influence la pratique, la formation. Il y a des programmes américains qui maintenant disent qu'on n'a plus besoin d'enseigner les programmes théoriques, psychodynamiques, humanistes, systémiques. On n'enseigne que les traitements validés empiriquement. C'est ce que la science indique. On a donc un devoir vraiment important de s'y arrêter. Et c'est pourquoi je me suis intéressé à cette question en me disant, il faut qu'on examine ce que nos méthodes scientifiques permettent et ne permettent pas de dire. Alors, c'est ce que je vous propose un peu de regarder. Alors, ce qu'on sait, puis là, ça a été dit plusieurs fois, je vais le répéter, puis je ne prenais pas de temps, c'est que lorsqu'on a 40 méta-analyses qui disent ça, quand on compare des traitements structurés, structuré, ça veut dire qu'un manuel, tout est prévu, même structuré ou non structuré. Quand ils sont bona fide, qui sont fondés sur des principes psychologiques et des visées thérapeutiques qui sont appliquées par des personnes psychothérapeutes compétentes et que l'allégeance théorique est contrôlée. Alors ça, c'est une autre chose par rapport au professeur Abeyron. On en a parlé ensemble, c'est pour ça qu'il m'a dit de mentionner ça, alors je le fais. L'allégeance théorique explique jusqu'à 60% des résultats. Alors maintenant, dans les publications, on oblige une correction des données qui corrige l'allégeance théorique du chercheur. Alors quand c'est appliqué par des psychologues compétentes, il y a une équivalence. Les modèles sont équivalents, les traitements sont équivalents. Une équivalence même dans la durée, dans le temps, et c'est vrai que Shadler dit ça, c'est équivalent. Plus que ça, on découvre que quand on tient compte des préférences des clients, qu'il y a un effet hétérogène, qu'on tient compte des clients, on voit encore plus loin. On peut améliorer, ça peut faire varier jusqu'à 9 à 14% la variabilité des résultats. Alors donc, un résultat très clair, je vais m'arrêter ça pour dire très clair que c'est équivalent. Malgré ça, et plus que ça, il y a des auteurs, et là, j'étais pour vous montrer toutes sortes de recherches, mais là, comme ça se fait trop, j'avais à peu près 15 recherches que je vous ai ramenées, là, un par l'autre, comme a fait le professeur Abeyron, je les ai toutes enlevées. Alors, parce que je me suis résumé à dire, il y a eu des auteurs très sérieux qui ont décidé de regarder attentivement les traitements soutenus empiriquement, TCC, pour voir, quand on dit qu'ils sont efficaces, quels sont les véritables chiffres sur lesquels on peut se fier. Quand on regarde quand débuté la thérapie, quand la personne a abandonné, est-ce qu'on a complété le traitement ou pas, puis qu'on regarde le pourcentage des symptômes après le traitement, après 1 an, 2 ans et 3 ans, voici l'efficacité revisitée, qu'on va dire, et révisée. La dépression, c'est 30% qu'on a de résultats de rétablissement. Pas 60%, 30%. 40% peu ou pas d'amélioration, 50% de rechute après 2 ans. La moyenne des gens demeure symptomatique dans tous les traitements, que ce soit troubles alimentaires et autres. Il y a des changements symptomatiques, mais tout le monde demeure symptomatique. Il y a une recherche, je vais juste mentionner le genre, quand on regarde les données attentivement, mais ça demande tellement un regard attentif. Teasdale, en 2000, a fait une étude pour les cas de rechute en dépression et a ajouté pleine conscience au traitement, la mindfulness, et a déclaré, avec la mindfulness, avec la pleine conscience, on réduit les rechutes de 39%. Quand on est allé voir les données dans le détail, c'est pas 39%, c'est 26%. Ce qui veut dire qu'il y a 74% qui ne bénéficient pas du traitement. Alors, là-dessus, on voit que c'est complexe. 2022, les traitements pour les troubles de personnalité, TPL, 50% ne répondent pas au traitement. Traitement spécialisé, là, je parle Linehan, je parle de mentalisation, je parle de schéma. 1 sur 2 ne répondent pas au traitement. Ce sont des traitements manualisés. Alors, c'est comme ça nous rend plus humble un peu. En même temps, c'est dérangeant. En même temps, on a des résultats quand même. On a des résultats. Mais là où je vais vous emmener, c'est quand on déclare les thérapeutes, quand on déclare les psychothérapies équivalentes, il y a une question qu'on a complètement ignorée jusqu'à l'an 2000. Alors, ça se continue là. Après 2 ans, 1 sur 3 maintiennent leur gain, 50% retournent en thérapie. Même pour le trouble panique, qui est le succès le plus grand de la TCC,
50% maintiennent leur gain. C'est 1 sur 2 quand même, hein? C'est pas tant que ça. Alors, peut-être un petit mot avant que je poursuive sur l'autre sujet. Donc, on a commencé à étudier l'effet d'utiliser un manuel sur le processus thérapeutique. Et on sait que l'utiliser un manuel a un effet significatif sur l'alliance, négativement. Et ce qui fait que ça contribue à réduire même l'efficacité de la thérapie. L'adhésion à une personne, j'en ai parlé un petit peu, le taux d'exclusion, quand on exclut la comorbidité, qui est 70% des patients, à peu près qu'on a, ou 80%, quand on l'exclut, on exclut la validité externe, c'est-à-dire la généralisabilité des résultats à l'ensemble de la population. Mais la question la plus dérangeante, que vous avez peut-être jamais entendu parler, qui est toujours dérangeante, c'est Wampole qui l'a identifié, c'est l'hypothèse de la spécificité du traitement. Ça, c'est très dérangeant. Restructuration cognitive, traitement valide, soutenu empiriquement pour le traitement de la dépression. On fait une étude de démantèlement, on fait sans restructuration cognitive, avec restructuration cognitive. Pas de différence significative. EMDR. On enlève le mouvement oculaire, on procède au même traitement, même effet. Pas de différence significative. Exposition prolongée de foie. On fait ça longuement. On fait un autre groupe à côté qu'on leur dit, ne parlez pas de trauma, faites juste vous rencontrer pour les résolutions de problèmes au quotidien. On fait un petit groupe contrôle de thérapie centrée sur le présent. Pas de différence significative. Alors, ça nous amène à nous dire, on a discuté à reconnaître ça, mais c'est important de se le dire, qu'il n'y a pas de différence. Il y a une équivalence, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Récemment, en 2021, puis d'autres avant, depuis 2015, font des études longitudinales sur 10 ans, 15 ans, et on commence à démontrer que tout ce qu'on a mesuré dans l'efficacité, c'est surtout un changement symptomatique. Les symptômes de la dépression, les symptômes de l'anxiété. On commence à découvrir que les symptômes, le changement symptomatique, ne prédit pas le changement durable, surtout le changement identitaire, et ne prédit pas même le changement interpersonnel. Et ça soulève beaucoup de questions. Je vous donne un petit exemple de rien. Il y a un traitement soutenu empiriquement pour le traitement de la colère. On fait des groupes, des hommes, on leur rappelle qu'un traitement manualisé, et après qu'ils sortent de là, 100% ont un changement symptomatique. Ils ne peuvent pas sortir avant parce qu'ils ont la violence conjugale, ces gens-là. Donc, ils ont un traitement soutenu empiriquement, ils sortent changement symptomatique. Il y a une jeune chercheure de l'Université de Sudbury, en Ontario, chez nous, l'Université Laurentienne, qui a fait une petite étude absolument merveilleuse. Elle a décidé, ouais, c'est vrai, un changement symptomatique, c'est important. Si on allait questionner les conjointes de ces gens-là, est-ce qu'on trouverait le même résultat? 10% avaient un changement qui a duré 3 mois. La majorité était redevenue violente. Traitement soutenu empiriquement dans la littérature. Alors, c'est vraiment très... donc, ce qui est troublant, et là, c'est là que je nous amène dans l'exemple. Je me suis mis le téléphone pour essayer de voir si j'avais le temps. Je vais vous dire ça verbalement presque. La question qu'on se pose, c'est même si tous les chercheurs savent maintenant quelle équivalence des traitements, et même si on sait quelque chose de plus encore, récemment, avant que je dise ça, même si on sait tout ça, puis je vais vous dire ce qu'on sait en plus, là, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 1 mois, vient de déclarer TCC, thérapie à privilégier pour la majorité des traitements. L'Organisation mondiale de la santé. Alors, malgré tout ce qu'on sait, malgré qu'on a on a la Bible de la recherche qui s'appelle le Handbook of Psychotherapy and Behavioral Change qui dit équivalence des traitements. L'effet l'effet du thérapeute, je vais en parler dans un instant, je vais conclure là-dessus. Là. C'est comme, il y a quelque chose qui s'est passé, et je vous dirais, la première explication qu'on a, l'effet Godzilla, là, donc vous parlez, c'était beau, l'effet Godzilla, mais l'effet Godzilla, vous savez, c'est quoi? C'est toutes les études qui ont été faites à partir de groupes contrôle, placebo ou liste d'attente, mais pas des traitements bona fide. Quand on a des traitements bona fide TCC et des traitements bona fide
psychanalytiques ou psychodynamiques, parce que c'est surtout psychodynamique, c'est-à-dire des traitements court terme de 21 rencontres. C'est surtout là-dessus qui a été validé pour le psychodynamique. Quand on compare des traitements bona fide, solides, psychodynamiques, et de l'autre côté, TCC, on a deux Bambi. Il n'y a plus de Godzilla. Ils sont équivalents. Il y en a un ne peut pas manger l'autre. Ils sont vraiment équivalents. Alors, c'est qui est l'étude la plus troublante, je vous dirais, puis regardez cette chose. La première méta-analyse en 1977 de James Glass avec Smith, ça a été de dire qu'il y a un taux d'abandon important en psychothérapie quand même. Là. À l'époque, c'était 47 %. Aujourd'hui, on parle de 25 à 30 % des gens qui abandonnent en cours de route pour toutes sortes de raisons, là, des ruptures relationnelles et autres. Mais regardez les résultats qu'on a encore aujourd'hui. 77 à 2024. On a fait toutes ces recherches, tous ces traitements, et on est encore au même résultat. 60 à 70 % répondent au traitement, 20 à 30 pas de changement, 5 à 15 ont des effets négatifs de la psychothérapie. Ça soulève bien des questions. Et moi, je vous suggère que la raison pour laquelle on en est là, et Bruce Wampole pense comme moi, parce que c'est lui qui là-dessus était le principal contributeur, c'est ce que ces données-là ne veulent pas dire clairement. Puis on le sait tous, même ce matin, le professeur qui présentait a mentionné ça, parle de l'effet de la relation, mais c'est l'effet du thérapeute, le psychothérapeute, qui explique 5 à 9 fois plus les résultats qu'on obtient que la technique appliquée. Ce n'est pas le MDR qui fait ça. Le MDR, c'est 5 %. C'est jusqu'à 9 fois plus l'effet du psychothérapeute. Et ce qui est le plus troublant là-dedans, ça c'est vraiment la variable la plus ignorée, mais la question, c'est si l'effet du thérapeute... Vous voyez ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire quel traitement? Expertise théorique technique, puis on dit quel traitement pour quel trouble. C'est ça un peu le modèle. Les essais cliniques randomisés, c'est pareil. C'est mettre des psychothérapeutes uniformes. Connaissez-vous ça, un psychothérapeute uniforme, vous? Et des clients uniformes, moi, j'en connais pas trop non plus. Puis on les applique un traitement. Puis on dit, c'est ça qui va déterminer si on a une donnée probante. Hein? OK? Alors, quand je parle de revenir là-dessus, c'est que, en fait, ce qu'on découvre, c'est que le thérapeute contribue, mais la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas équivalent. Les traitements sont équivalents. Nous ne sommes pas équivalents. Et c'est nous qui expliquons la plus grande variabilité et il est temps qu'on s'en occupe. On ne s'en occupe pas dans la recherche, on l'ignore. On continue à développer des traitements et des traitements. Maintenant, la variabilité du psychothérapeute, évidemment, c'est, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui fait ce psychothérapeute-là? Parce que ce qu'on découvre, vous voyez, c'est tragique, là. 20 % ont des résultats supérieurs, 20 % des résultats très faibles. Ce qui veut dire que c'est une minorité d'entre nous qui arrive à avoir des résultats de façon soutenue en termes d'efficacité. Et la question importante sur laquelle je travaille depuis que je suis conscient d'être psychologue, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font bien, ces psychothérapeutes-là? Qu'est-ce qu'ils font pour que ça, eux, font une différence? Et là, je vais aller vite parce que je ne pensais jamais que ça allait si vite que ça. Moi, quand j'ai regardé la littérature, la première chose, puis je l'ai fait en 2004 avec Marc Simon et d'autres, Louis Castonguay, qui est un de mes anciens étudiants, a fait un bouquin il y a à peu près 5 ans là-dessus, une synthèse des données. Et ce qu'on découvre, c'est, on se dit, de quelle façon ils se démarquent, ces psychologues-là. Et ça, c'est important pour nous, là. Reprenons bien ça tranquillement. On est équivalent, les traitements, jusqu'à 9 fois plus qui on est, on va expliquer l'efficacité. La question devient trop importante de dire, mais qu'est-ce qu'ils font bien, ces gens-là? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Surtout, et là, je l'ai mis en 3 facteurs, mais en fait, Marc Simon faisait une synthèse tout à l'heure, il y a beaucoup plus que ça. Mais moi, dans ma réflexion, et là, je dis à Anne, j'ai pris une chance un peu, le premier, c'est le plus documenté, c'est l'alliance. Ceux qui sont capables d'établir une alliance, de la maintenir et de la réparer quand il y a des ruptures.
Ça, tout le monde parle de ça. Mais les ruptures sont beaucoup plus fréquentes qu'on pensait. Et ceux d'entre nous qui sont capables de réparer une rupture, c'est de l'ordre de 20%. Et si on n'a pas une relation pour appliquer un traitement, on est incapable d'appliquer le traitement de façon significative. C'est l'interaction entre les deux, c'est appliquer le traitement en ayant une alliance. Le deuxième facteur, il y en a plusieurs. Celui-là, il est très. Il y a beaucoup de données sur le premier facteur. Le premier facteur, donc, moi, j'ai appelé ça régulation interactive et je situe l'alliance là-dedans. Puis je vais vous dire pourquoi. Deuxième, c'est ce que j'appelle, quand j'ai vu tout ce qu'ils ont mis ça sur la gestion du compte transfert, toutes sortes de dimensions. Moi, je l'ai rassemblé sur un terme qui m'apparaît fondamental. La régulation somato-affective chez le thérapeute, mais aussi chez le patient, mais chez le thérapeute, pour être capable d'appliquer un traitement et qui va dégager, si j'ai une régulation somato-affective de mes états internes, être capable d'avoir une conscience réflexive et ajuster les traitements sur mesure aux besoins du patient. Pourquoi c'est si important, ça? Ces trois facteurs-là. Parce qu'on commence à découvrir, et là je fais une petite inférence, on commence à découvrir de plus en plus comment se développe le psychisme humain. Le psychisme humain, dans les recherches qui sont faites sur les enfants, l'interaction mère-enfant, et je m'inspire beaucoup de Béatrice Bébé de l'Université de Columbia, quand l'enfant arrive au monde, il arrive avec une nécessité d'avoir une mère, une nécessité d'avoir un lien qui va le protéger. Il ne peut survivre sans ce lien-là. René Spitz vous l'a démontré très clairement dans les hôpitaux ici en France. Après la Deuxième Guerre mondiale, les bébés mouraient parce qu'il n'y avait pas de lien d'attachement suffisant. Refusaient de manger. Alors, on découvre donc que le bébé emmené au monde, d'une part, a besoin de ça. Et deuxième chose, dès qu'il arrive, il vit une expérience affective d'être bien ou pas bien, et la mère doit décoder. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il faut que je change la couche? Quoi d'autre qu'il y a? Il se passe quelque chose. Et le décodage, c'est de la régulation somato-affective que se met à faire avec l'enfant. Ah, ça va pas, toi. Mais qu'est-ce qui va pas? Ah, maman cherche, je sais pas trop. Ça a l'air d'avoir mal au ventre. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Et le bébé, de son côté, on pourrait s'imaginer, je dis, mais comment ça se fait qu'elle trouve pas? Comment ça se fait qu'elle trouve pas? Ça va pas, moi, là. Mais dans l'attachement qui se sécurise un peu, dans la régulation interactive, beaucoup plus large que l'attachement, l'enfant arrive à conclure, ma mère ne trouve pas toujours, mais elle cherche. Et ensemble, elle trouve avec moi, on trouve. Alors, la première chose qu'on découvre chez maintenant la naissance du psychisme humain, c'est le bébé qui se dit, j'ai un impact sur ma mère et ma mère a un impact sur moi. Très important. Quel est l'impact que vous avez eu sur votre mère? Quel est l'impact qu'elle a eu sur vous? Et là, on commence à voir que ça a des effets durables, modifiables, mais durables. Donc, cette notion de régulation interactive, elle est profondément inscrite dans notre histoire. La régulation somato-affective, comment on apprend à réguler ce qui nous arrive dans notre corps quand on est envahi par l'émotion, on est en hyperactivation ou en hypoactivation, on a appris ça, bébé, enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte. La mère a mis des mots là-dessus. Elle a mis des gestes là-dessus, du non-verbal. Donc, la régulation somato-affective, à mon avis, et la régulation affective est essentielle pour l'application de n'importe quel traitement. Sans cela, il n'est pas possible d'appliquer un traitement d'une manière qui va être intégrale. Parce que n'oubliez pas que la régulation somato-affective, c'est, on a tous une fenêtre un peu de tolérance affective. C'est la capacité d'intégrer une expérience affective. Comment on apprend ça? Je ne sais pas si vous avez déjà passé des nuits existentielles, vous vous dites demain matin, j'ai une présentation, j'ai un examen. Faut que je dorme, faut que je dorme. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Faut que je dorme, ça n'a pas de bon sens. Demain, j'ai une grosse présentation, je ne serai pas capable de présenter. Et là, vous vous installez dans votre lit, puis vous dites, quand même, je suis une psychologue, moi. Je connais des techniques. On va faire du Jacobson. Relax, relax, respire. Tends la main un peu, tends l'autre main, puis on essaye ça. Je ne sais pas si vous avez essayé ça. Ça ne marche pas. Vous dites, peut-être la respiration. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une heure après, vous dites, j'y arrive pas encore. Pourtant, c'est ça que j'enseigne à mes patients. La question, c'est,
Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas en relation. Parce que c'est en relation qu'on apprend ça. Enfin, si on ne l'a pas appris en relation avec notre mère, notre père, c'est complexe de l'apprendre par la suite. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ces programmes-là. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Donc, ces facteurs-là sont vraiment, vraiment dominants. Donc, ces 3 facteurs-là qui amènent à la réflexion, à la pratique réflexive. Au fond, si on contextualise les données probantes, vous voyez qu'est-ce qu'il y en est. Les traitements se situent au centre ici. La régulation interactive est ensemble pour appliquer un traitement essentiel à travers l'alliance. Remarquez que ça touche à la régulation de chacun et c'est ça qui rend une interaction constante. Je vais conclure sur quelques images. Alors, la mauvaise nouvelle, je vous l'ai dit avant, mais je vous la répète, mais je voudrais que ce soit une bonne nouvelle. C'est qu'au lieu de se battre pour les traitements, il faut arrêter de comparer les traitements. C'est fini cette guerre-là. Il faut maintenant qu'on comprenne ce qui se passe. Et la piste la plus importante, on l'a juste là. C'est nous qui faisons la différence. Mais malheureusement, c'est nous, présentement, 20% d'entre nous arrivent à le faire. Arrivent à appliquer ça pour avoir des résultats efficaces. Il faut qu'on s'améliore là-dedans. La grande difficulté pour s'améliorer là-dedans, comment ça se fait que la formation aux ruptures donne peu de résultats? Comment ça se fait que la formation à la régulation somato-affective donne peu de résultats? Parce que, et c'est quelque chose qu'on va avoir à intégrer dans nos formations, parce que l'habilité de créer un lien, on parle de la régulation interactive, est liée à notre propre histoire d'attachement. J'avais des dessins là-dessus, là, mais comme on n'aura pas le temps, je vais vous regarder, vous voyez, je mettais comme une cliente qui a un attachement comme ceci, puis l'autre comme ça. Là, on a la régulation somato-affective. Alors, c'est la rencontre d'une régulation, ici, d'un thérapeute qui est plutôt porté hypo, l'autre est hyper. Comment on va faire pour se rejoindre, s'harmoniser? Si on ne s'harmonise pas de changement possible. Le traitement, quel qu'il soit, on ne peut pas l'appliquer de façon sûre. Alors, il y a beaucoup d'autres dessins comme ça. Donc, le message essentiel, c'est qu'on veut ignorer ces facteurs-là dans les données probantes. On veut standardiser. On veut faire quelque chose d'homogène. Alors qu'en fait, notre avenir repose là-dessus. Et si on utilise l'intelligence artificielle ou tous ces trucs, MDR et autres, qui sont très intéressants, dans lesquels on devrait manifester beaucoup d'ouverture, il faut qu'on les installe à l'intérieur de la régulation interactive. Il ne faut pas qu'on les mette à côté, dans le triangle à côté, comme ce matin. Tout le respect que j'ai pour Cyril, il faut les mettre entre le client et le thérapeute dans la régulation interactive. Il faut avoir une régulation bien installée, une réflexivité qui s'installe, et ensemble, là-dessus, on va voir si on va installer ça là. C'est vraiment très, très différent. Alors, conclusion. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est lié à notre histoire. Et la conclusion. Alors, au lieu de la question qu'a posée Gordon Paul en 1967, c'est quel traitement, par qui est le plus efficace pour cette personne avec ce problème spécifique et sous quelles conditions? C'est une sacrée bonne question. Il disait pour cette personne, mais il ne mentionnait pas, il disait par qui, mais il ne pensait jamais que le thérapeute serait important comme ça. Et la réponse que je donnerais, moi, c'est ma réponse en bas. Quelle est la personne psychothérapeute capable d'établir, maintenir une régulation interactive et somato-affective et réparer les fluctuations, les ruptures inévitables avec telle personne cliente en appliquant avec compétence le traitement le plus ajusté à son problème, en tenant compte de ses caractéristiques et ses préférences. Ça change le portrait par rapport aux données probantes. Hein, vous direz comme moi. Alors, il faut vraiment qu'on sorte de ce paradigme de simplicité, de simplification, où on veut faire des essais cliniques randomisés. Il faut vraiment réfléchir à ça, voir si c'est approprié pour nous. Alors, quelle est la méthode scientifique qui correspond à cette complexité d'interaction que je viens vous présenter? Et il faut qu'on parte d'une espèce de travail massif important pour s'améliorer dans la régulation interactive, pour appliquer des traitements, et notre régulation somato-affective essentielle pour l'application de ça. Sinon, notre avenir est compromis. On va se faire remplacer par l'intelligence artificielle, parce que les traitements soutenus empiriquement, ça se fait par l'intelligence artificielle. Mais la relation interactive
et la régulation somatique. Ça ne se fait pas par l'intelligence artificielle. Alors, je vous laisse un petit dessin que j'aime bien. Alors, il faut qu'on passe de « t'es comme ça ». Tu as un trouble de personnalité limite, j'ai un traitement manualisé, je vais te l'appliquer. Première étape, on t'applique tel traitement. Deuxième étape, tel traitement, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, ces histoires-là. Là. Mais le succès de ces approches-là va complètement dépendre de la régulation interactive, qualité de la relation et de la régulation somato-affective et de la réflexivité. On ne peut pas passer à côté. Si j'avais le temps, je vous raconterais l'histoire d'un de mes collègues qui mettait beaucoup d'importance sur la TCC et qui ont présenté ensemble dans un congrès. Et il y avait eu une cliente qui voulait s'en servir pour démontrer l'efficacité de la restructuration cognitive pour le traitement de la dépression. Alors, on se parlait, on s'aimait bien, mais lui, il croyait à ça dur comme fer. Moi, je lui disais, tu sais, ça ne marche pas, c'est une relation, ça. Ah, Conrad, toi puis la relation, là, je suis fatigué, ça marche. Alors, il en parle à cette cliente, pour lui demander, patiente, pour lui demander, est-ce que je peux vous utiliser, je ne mettrai pas votre nom, mais est-ce que je peux vous utiliser? Elle dit oui, pour illustrer le propos. Elle dit, savez-vous, ça pourrait peut-être vous aider. J'ai tenu un journal personnel pendant la psychothérapie, moi. Je vais vous le donner. Il le lit. Première page. C'est un homme assez joli, ce gars-là. Il me plaît assez. Je pense que c'est un gars, hein, je suis vraiment sympathique. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire ensemble, mais c'est fun. Il a l'air gentil. Il a l'air assez doux. Commence, il explique un peu le traitement. Un petit peu simpliste comme traitement, mais quand même, comme il est vraiment un bon garçon, je vais embarquer. Elle embarque. Il explique le traitement. À la troisième rencontre à peu près, elle dit, je ne sais pas ce qu'il y a ce matin, mais il n'a pas l'air d'être là. Il s'est chicané avec sa femme pour moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle ne parle. Et elle dit à un moment donné quelque chose de très touchant. Elle dit, quand maman, il se donne beaucoup de mal à s'occuper de moi. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie, quelqu'un qui s'occupait de moi comme ça. Il me dit de faire des observations à la maison. C'est très touchant. C'est chiant de faire ça, mais je vais le faire pareil. Et un matin, il pleut très fortement dehors et il la voit dans la pluie. Il sort avec son parapluie puis il va la chercher. Elle a dit, ça c'était le facteur le plus déterminant du succès de ma thérapie avec cet homme-là.